Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce live, ce traditionnel live dans lequel nous interagissons plusieurs fois par semaine. Vous avez été d'ailleurs plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers à suivre les lives de ces derniers jours et je vous en remercie parce que vous nous envoyez une énergie qui est en tout point exceptionnelle. Alors, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, elle a fait apparaître quelque chose au grand jour. C'est toute cette dictature morale qui nous est imposée par une certaine classe médiatique qui s'arroge le monopole du bien et du mal, qui définissent la ligne de partage entre ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Alors, vous avez peut-être vu ma petite pastille vidéo d'hier dans laquelle je réagissais de façon expresse à un article que je lisais dans Le Monde. Un article qui s'appelait « Éloge des élites ». Alors je trouvais ça était assez intéressant parce que fondamentalement, vous le savez, je suis attaché à la notion d'élite et je pense qu'une nation a besoin d'élite. Mais quand je lis dans cet article du Monde que le peuple n'est pas infaillible, quand le journaliste se permet de douter du décalage qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens et ceux qui les gouvernent et la classe médiatique, curieuse idée, disait-il. Ça démontre ce niveau de déconnexion et ça démontre surtout qu'une grande partie de cette classe médiatique n'a rien compris à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ils ont beau, dans les 48 heures de l'élection de Donald Trump, avoir fait un simulacre de mea culpa en disant nous nous sommes trompés. Enfin, non, d'ailleurs, les médias sont beaucoup plus malins que ça. Ils vous diront jamais que ce sont eux qui se sont trompés. Ils vous diront que ce sont les sondeurs qui se sont trompés. Parce que eux, évidemment, le camp du bien, ils resteront dans le bien. Et ils ne se tromperont jamais. Bonjour Fabien, bonjour Henri, bonjour Eugène, bonjour Jean-Luc, content de vous retrouver. Vous interagissez sur le live en direct. Donc non, eux ne se sont absolument pas trompés. Eux continuent de détenir la vérité, sauf que ce sont les sondeurs qui se sont trompés. Et au final, les électeurs d'ailleurs se sont aussi trompés puisqu'ils ont mal voté. Et comme je reprends cette terminologie de cet article du Monde qui est dans le Monde de ce matin, le peuple n'est pas infaillible. Donc sous-entendu, le peuple s'est trompé, mais il ne le sait pas encore. Mais moi, journaliste du Monde, je le sais parce que j'ai l'éveil qui permet de le penser. C'est détestable. Cette moralisation qui est l'apogée du parisianisme dans toute sa splendeur. Cette déconnexion, cette façon de donner des leçons de morale. Bonjour, chère Evelyne, content de te retrouver sur ce live. Donc cette gauche moralisatrice, ces soldats du politiquement correct, nous en avons marre. Sauf qu'ils continuent à exercer. Ils continuent à dicter le bien et le mal. Et en France, nous en avons un exemple, aujourd'hui même, où cette caste médiatique. Je voudrais d'ailleurs préciser quelque chose, que quand je m'en prends aux médias, je ne m'en prends pas à tous les médias, je m'en prends à tous encore une fois, ces soldats du politiquement correct, parce que heureusement, il y a des journalistes qui font bien leur boulot. Et ils sont d'ailleurs eux-mêmes conspués et stigmatisés et cloués au pilori quand ils osent sortir de la ligne de conduite qui est imposée par la doxa dominante. Vous en avez un exemple il y a quelques jours, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, le journaliste qui présente le 13h de TF1. Bon. A priori, il n'y a pas plus au cœur du système. Et Jean-Pierre Pernaut a osé faire un lien entre un reportage sur les migrants et sur les sans-abri, d'abord, et un reportage sur les migrants, en faisant une transition du genre et pendant que nos SDF sont dans la rue, on construit un certain nombre de camps de migrants. Je ne vous raconte pas le nombre à quel point il s'est fait sermonner, il s'est fait injurier, le buzz que ça a fait sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Pernaut est sorti du camp qui était imposé par sa caste. Et il a été lui aussi victime, quelque part, de cette même caste.
Euh, et voilà, ce qui veut bien dire que ça ne s'applique évidemment pas à tous les journalistes, mais ça s'applique à tous ceux qui s'arrogent le monopole du bien. Je le dis et je le répète. Et donc ce sont ceux-là qui, aujourd'hui, s'apprêtent à adouber leur candidat. Leur candidat, qui porte le nom de Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont décidé, dans la grande narration, dans la grande fiction politique qu'ils écrivent depuis plusieurs mois, parce que dans leur esprit, la politique, encore une fois, ce n'est pas vous qui votez, c'est eux qui écrivent l'histoire. Et dans leur histoire, dans leur grande narration, il y a un candidat qui sont sortis d'un chapeau qui s'appelle Emmanuel Macron. Et donc, qui a quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'il il est l'incarnation même du système, inspection des finances, Banque Rothschild, énarque, conseiller du président de la République, il est donc comptable de son mauvais résultat, etc. Bon, bref. Et il est positionné par les médias comme un candidat hors système. Alors qu'il est celui, dans la classe politique, qui a fait le plus de une d'hebdo depuis maintenant 2 ans. Et notamment sur sa vie privée. Le même d'ailleurs qui se vante, mais de façon éhontée, de faire un partage entre sa vie privée, dont il ne souhaite pas parler, et ses idées politiques. Mais c'est celui qui s'est le plus mis en scène. Donc, comment voulez-vous incarner le hors-système quand vous êtes à ce point porté par le système? Eh bien voilà, c'est la coqueluche des médias. Et les médias ont besoin de leur coqueluche. Vous savez, ils ont eu une coqueluche qui s'appelait Alain Juppé. Et les médias sont... vous savez, il y a un théorème qui dit que les médias vous lèchent, sous-entendu, vous caressent dans le sens du poil, vous lâchent, puis vous lynchent. Ils vous lèchent, ils vous lâchent, ils vous lynchent. Il y en a un qui vient d'être lâché par les médias, alors qu'il était léché jusqu'à présent. C'est Alain Juppé, le pauvre Alain Juppé, qui était le candidat désigné, le futur président de la République. Eh bien, depuis l'élection de Trump, le système médiatique, dans sa grande narration, a décidé qu'il fallait un rebondissement, sans quoi leur légitimité serait remise en cause. Et donc, ça y est, ils font sortir Alain Juppé du jeu, de cette story politique qu'ils sont en train d'écrire et de nous imposer. Et donc voilà, vous avez Emmanuel Macron, le candidat le plus visible, le plus à la une des hebdos depuis des mois, qui est présenté par les mêmes hebdos et par les mêmes médias comme le candidat du renouveau. Tout ça est spectaculaire. Tout ça se déroule sous nos yeux. Et d'ailleurs, on est en plein storytelling. Est-ce que vous avez déjà vu ça, un candidat qui annonce qu'il va annoncer sa candidature? On est toujours dans l'écriture d'une histoire. On est dans l'absence de spontanéité. Alors, pendant ce temps-là, chers amis, il y a des choses qui se passent. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et dans la primaire de la droite, par exemple, il y a un profil qui m'intéresse, qui est loin d'être parfait, et je vais vous dire pourquoi. Mais il y a un profil que je trouve extrêmement intéressant, c'est François Fillon. La première raison pour laquelle je considère ce profil intéressant, François Fillon, c'est précisément parce qu'il a été dénigré pendant des mois par la même presse, qui encense aujourd'hui et qui adoube aujourd'hui son poulain. Il a été dénigré par cette presse, il a été dénigré par les sondeurs. C'était monsieur 7% dans les sondages de la primaire. Et rien que ça, doit nous faire douter. Parce que quand la presse décide de se mettre quelqu'un à dos, enfin en tout cas de mon point de vue, ça lui donne le bénéfice du doute. Et donc François Fillon, qui a été jugé comme étant non crédible, parce qu'il a été jugé non crédible par la presse, eh bien ça me le rend crédible à mes yeux. Ensuite, François Fillon, il a un programme économique que je considère comme étant béton. Un vrai problème de réforme, de transformation de la France et qui vise à alléger ce mammouth d'État qui rend aujourd'hui toute marge de manœuvre absolument impossible. Et on sera obligé d'en passer par là parce qu'il en va de la souveraineté économique de la France. Vous savez, une métaphore que je vous ai déjà donnée, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, prenons votre cas personnel, si vous voulez faire un bras d'honneur à votre banquier, parce que votre banquier vous énerve,
eh bien, vous n'irez jamais faire un bras d'honneur à votre banquier si vous êtes à découvert. Vous ferez un bras d'honneur à votre banquier le jour où vous n'aurez plus besoin de lui. Et là, vous pourrez vous faire plaisir et lui faire un bras d'honneur. Le problème aujourd'hui, c'est que la France emprunte sur les marchés 400 millions d'euros tous les jours pour financer sa dette et son fonctionnement. D'ailleurs, ce n'est même pas des investissements, c'est de la dette. Bon. Donc, si nous voulons faire un bras d'honneur à ce capitalisme financier qui écrase tout sur son passage, tout, et qui n'a qu'une seule ambition, c'est asservir les peuples et les citoyens pour les transformer en consommateurs, si nous voulons nous extraire de cette machine à broyer, eh bien, il faut nous rendre indépendants d'elle. Et la seule façon de nous rendre indépendants d'elle, eh bien, pardon pour le truisme, c'est de ne plus être dépendant d'elle. Donc, d'avoir réglé et de ne plus avoir besoin d'emprunter sur ces marchés financiers comme nous le faisons tous les jours. Et ça, je le retrouve dans le programme de François Fillon, que je trouve, de ce point de vue-là, très intéressant. Alors, François Fillon ne va pas... Alors, il y a un autre sujet que je trouve intéressant chez François Fillon, c'est que sur les sujets géopolitiques, il est le seul, par exemple, qui assume ouvertement le fait de renouer avec la Russie. Et je considère là aussi que c'est un enjeu géopolitique majeur, parce que là aussi, la doxa dominante, les médias bien pensants, le camp du bien, a décidé au nom de dogmes qui lui appartiennent, que Vladimir Poutine était quelqu'un avec lequel il ne fallait pas parler, et que la Russie était un pays banni. C'est le camp du bien qui l'a décidé. Et François Fillon ose dire le contraire. Et il a raison. Il a raison. Alors, ce que je regrette profondément chez François Fillon, c'est en revanche que sur le terrain des institutions, sur le renouvellement de la vie politique, hélas, il ne propose rien. Vous savez que je suis convaincu d'une chose, c'est que vous avez une réforme mère à porter, qui est le non-cumul des mandats dans la durée. En gros, ça veut dire que vous ne puissiez pas être candidat à 4 ou 5 élections de suite pour ne pas faire de la politique votre métier. Et donc, pour ne pas que la politique soit un métier, parce qu'aujourd'hui, comme la politique est leur métier, eh bien, ils ont abandonné la bataille des idées, ils sont sur du court terme et ils pensent à l'élection d'après. Tous, autant qu'ils sont piégés par ce système. Et je vais vous répondre, cher Louis. Et ils sont piégés par ce système. Et donc, si nous réussissons à faire passer une disposition qui interdit le cumul des mandats dans la durée, vous rafraîchirez en 5 ans de façon très significative le paysage